Bonjour les nomadologues! Aujourd'hui, je suis en présence de Marion Gère. Pour moi, c'est une pépite, une révélation, un vrai cadeau de l'avoir ici avec nous dans le sommet des exploratrices. D'abord parce que c'est une exploratrice, ensuite parce qu'elle a changé ma vie, soyons clairs, par son livre qui s'appelle Globe Rédactrice. C'est ce livre qui m'a permis de créer mon entreprise Nomadologie, grâce à laquelle vous êtes sur ce sommet actuellement. Elle est rédactrice web, freelance, en remote depuis 2018. Elle est fondatrice du blog qui s'appelle Entreprendre à voyager. Elle va nous dire si c'est toujours actuel, hein. Et puis, donc, là, ce livre qui s'appelle Globe Rédactrice, qui m'a vraiment stimulée à créer mon entreprise et à partir, à être enfin libre géographiquement. Tout un programme dont elle va nous parler. Elle a voyagé dans plus de 25 pays. Elle n'a pas quitté son job pour voyager, elle a quitté son job pour se réinventer une nouvelle vie à travers le voyage, avec le voyage comme fil rouge. On a donc ça comme point commun et elle l'a documenté, enseigné, transmis. C'est donc ça qu'elle va vous apporter, la preuve concrète que faire du voyage, ou en tout cas de l'itinérance, ou en tout cas de la liberté géographique, que ce soit loin ou près de chez vous, est possible, que des outils existent pour devenir, par exemple, rédactrice web, ou en mode nomade, comment vivre en mode nomade, mais ce qu'elle va aussi vous montrer, c'est que son chemin est reproductible, bien sûr, avec votre style, votre volonté, votre façon d'être, mais n'est pas une exception. Donc, je lui laisse la parole, Marion. Je te laisse la parole. Tu as l'air d'être songeuse de ta présentation, mais est-ce qu'il y a des choses qui ne sont plus d'actualité ou qui sont Oui. encore plus d'actualité? Je t'écoute. Alors, bonjour à tous déjà. Merci beaucoup merci à Francine pour l'invitation. Je voudrais juste dire avant de commencer, merci pour cette très belle présentation, merci pour ce sommet. Euh, je pense qu'il va y avoir plein de choses à dire. Donc Francine a lu effectivement mon premier livre que j'ai fait en auto-édition qui s'appelle Globe Rédactrice. Elle m'a envoyé un message privé et ça m'a énormément touchée. Voilà. Euh, Depuis, donc ce livre, je l'ai écrit en 2021. Il y a pas mal de choses qui ont évolué depuis, mais le voyage et la liberté géographique sont plus que jamais présents chez moi, l'exploration aussi d'ailleurs. Je serais très curieuse de voir les interventions des autres explorateurs et exploratrices. Euh, voilà, en quelques mots. Je sais pas si si tu commences avec des questions ou si Oui, je j'ai réponds envie de t'orienter tout de à ce suite premier. sur peut-être Voilà. ton premier, si on devait définir un avant et un après, quel serait ce premier avant-après? Quel serait ce premier moment fondateur dans ta vie de nomade, d'entrepreneuse? Alors effectivement, c'est une question très importante parce que je pense que voilà, pour être entrepreneur il faut avoir à un moment donné un déclic, une prise de conscience et puis un passage à l'action. Alors des fois, on peut avoir d'abord une prise de conscience intellectuelle et passer à l'action plus tard, mais il y a toujours ce que j'appelle une bascule. Alors pour moi, mon premier déclic, et d'ailleurs j'adore ce mot parce que j'aime susciter effectivement des déclics et des changements de vie. Alors moi, c'était quand j'ai eu mon premier... En fait, j'étais en CDI, mon premier CDI depuis à peine un an après mes études. Et je travaillais dans une start-up et la start-up a déposé bilan. Alors à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retrouve un travail? J'ai eu des mois un peu, voilà, où je me posais des questions. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon ancienne manager m'a dit, mais Marion, toi, elle l'a introduit avant moi en fait. Elle m'a dit, Marion, toi, t'as un profil pour entreprendre, pour être indépendante. Est-ce que ça te dirait pas qu'on monte une boîte ensemble? Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, on va essayer, voilà. Mais j'avais jamais eu avant l'esprit d'entrepreneuriat. Jamais je m'étais dit, je vais devenir entrepreneur. C'était vraiment tout un monde finalement inconnu pour moi, un autre monde inconnu. Et donc j'ai eu ce premier déclic en fait de l'entrepreneuriat où j'ai commencé à monter un projet à deux, ce qui est bien aussi pour commencer. Et j'y connaissais rien du tout et je me suis mise à lire sur l'entrepreneuriat, etc.
Et en fait, très rapidement, mon ex-manager m'a dit, bah, pour des raisons personnelles, Marion, je vais pas pouvoir, elle avait des enfants en bas âge, etc. Je vais pas pouvoir, enfin, entreprendre avec toi, mener ce projet jusqu'au bout. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a une petite voix dans ma tête qui s'est allumée et qui m'a dit, pourquoi moi, pourquoi pas moi toute seule en fait. Et c'est parti de là. Et un mois et demi après, j'avais ma première mission en tant que freelance, en tant que community manager, qui était mon premier métier. Voilà. D'accord. Et comment est-ce que le voyage s'est intégré? C'était déjà avec une itinérance géographique à l'époque, dès le départ? Tu es parti? Alors, si je me remets dans le contexte, donc c'était en 2010 début 2018. Alors oui, effectivement, je pense que, alors moi, voilà, j'ai des problèmes de santé, on en reparlera peut-être, mais j'ai aussi toujours un fonctionnement où je travaille très tôt le matin, je suis très matinale. Donc en fait, déjà, ne serait-ce qu'à attendre des heures de bureau classique, ça a toujours été compliqué pour moi. Et en fait, bah, du coup, la première mission en tant que freelance que j'ai eue, je me suis dit, ah, mais pourquoi je la ferais pas 100% remote, 100% télétravail à mon compte en fait. Et il se trouve que ouais, le hasard fait bien les choses. J'ai eu ma première mission pour un client en tourisme en Espagne qui avait besoin enfin, voilà, de quelqu'un en France. Et donc on travaillait comme ça, tous les deux à distance. On a travaillé ensemble pendant quelques mois. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, il faut absolument que tous mes clients, je les ai 100% remote, 100% en télétravail. Alors, faut savoir quand même que c'est pas une décision facile. Alors, faut se remettre en arrière. En 2018, le télétravail avant le Covid, il n'était pas encore aussi bien Développé. vu et développé ce qu'il est maintenant. Euh, donc voilà, dégoter mes premières missions 100% télétravail, ça a été difficile, mais en fait pour moi c'était finalement la première condition à ma liberté géographique et pouvoir implémenter davantage de voyages dans ma vie. Et quelle est Et la cette première flexibilité qui est très importante. oui, qui te tient à cœur en termes d'horaire, hein? C'est ça. Et alors, quels sont les premiers pays comme Oui. ça où tu as eu envie d'aller? Et pourquoi? Pour moi c'est très différent de, comme je dis, d'entreprendre et voyager. Ou on va dire de voyager de façon plus classique comme touriste. C'est pas du tout la même chose quand on profite du voyage ou quand on doit habiter et travailler quelque part en même temps. Donc en fait, alors à 2018, j'ai eu quelques mois où évidemment il fallait d'abord installer mon activité avant de partir. C'est ce que je dis dans mon livre, il me semble, il m'a fallu à peu près un an avant de partir, plus en itinérance. Et donc, le premier, ça a été fin 2010, ouais, c'est ça, fin 2019, début 2020. Je suis partie 2 mois en Thaïlande, où en fait, donc c'est le premier endroit où j'ai travaillé en même temps que j'ai voyagé. Et j'ai fait 3 semaines d'itinérance entre le nord et le sud. Et après, je suis restée un mois, un peu plus d'un mois à Chiang Mai, dans le nord, où là, j'avais vraiment un appartement fixe et je profitais en même temps. Alors, est-ce que ça La renforce? Thaïlande qui est, pardon, pour le choix de la Thaïlande, je reviens juste en arrière. En fait, la Thaïlande, parce que c'est un pays très facile et aussi parce que c'était mon premier rêve de voyage depuis toute petite. Oui. Voilà. Est-ce que de le vivre, ce rêve, ça t'a renforcé dans ton idée de continuer? Ça t'a mis des petites alertes sur ce qui manquait ou ce qui, au contraire, te plaisait pas? Comment est-ce que tu as évolué à la suite de ça? Alors effectivement, c'était une expérience assez inattendue quelque part. Enfin, il y a eu des, il y a eu des rebondissements, des hauts, des bas. J'ai appris pas mal de choses. Mais déjà que euh, que quand il faut travailler, c'est pas toujours. Enfin, il faut pouvoir gérer cette envie de vouloir bouger, découvrir en même temps de devoir travailler, d'avoir des clients. Euh, Donc, c'est quoi, Ça, c'est la discipline? première chose. Tu fais comment? Tu as une discipline pour ça? Tu mets en place des horaires de travail fixes que tu ne bouges pas? Euh,
Alors, pas forcément en termes d'horaire, c'est plutôt, je réfléchis plutôt en termes de mission. Et alors moi, voilà, quand je m'investis dans un projet, je veux dire, je rends toujours même mes travaux à l'avance, jamais en retard. Enfin, je veux dire, je suis toujours à jour dans ce que je fais. Si j'ai des appels clients, des rendez-vous clients, ils sont programmés. Enfin voilà, je suis quelqu'un d'assez carré et organisé, et je pense que c'est primordial l'organisation pour une vie comme ça. Donc pas forcément en termes d'horaire précis, mais voilà, il y a une gestion comme ça quand même à faire. Euh, il faut quand même un pays où il y a une bonne connexion Internet. Ça semble évident, mais pourtant c'est aussi l'avantage de l'Asie, c'est qu'en termes de fuseau horaire, ça fonctionne plutôt bien, puisque moi, quand je finissais mon après-midi, ma journée, en gros, enfin, parce que j'aime bien en finir assez tôt l'après-midi, ben, mes clients arrivaient chez eux, enfin, arrivaient le matin en France et recevaient ce que j'avais fait juste avant. Enfin, voilà. Donc ça correspond plutôt bien. Euh, par rapport à moi au fait que je travaille le matin. Oui. Si par exemple je vais aux États-Unis, c'est l'inverse. Et Donc oui, bien sûr. voilà. On est tous d'accord qu'il y a plus Mm. de nomades digitaux en Asie qu'aux États-Unis, notamment quand ils sont C'est européens. ça. C'est la base, Voilà. on rend vite compte que c'est compliqué d'être aux Ouais. États-Unis et d'être un entrepreneur qui a un carnet de clients en Europe. Alors, raconte-moi un petit peu quel est, on va dire, le produit, entre guillemets, ou le service que tu rends le plus souvent aux entreprises ou à tes clients qui sont peut-être pas forcément des entreprises. Qu'est-ce qui fait ta particularité professionnelle et ce que tu vends à tes clients? Alors, alors effectivement, qu'est-ce que je voulais dire? Que quand je suis partie en Thaïlande, effectivement, après ça j'ai bien mordu à la leçon et je savais que je voulais continuer dans ce style de Oui, vie, voilà. Bien, voilà. Surtout qu'il y a eu le Covid après, donc, enfin bref, je voulais partir. Après, en termes de... pardon, je me rappelle plus ta oui. question. Ton cœur de business, ton cœur de métier, c'est quoi? Oui, pardon, Toujours community mon cœur de manager? métier. Alors, j'ai été community manager à mon compte pendant à peu près un an. Le problème, c'est qu'effectivement, un community manager, il faut quand même un respect de certains horaires, une présence. Et j'avais pas envie d'être bloquée par rapport à ça. Donc après, de fil en aiguille, je me suis spécialisée, on va dire, en rédaction web et en communication digitale. Donc préparer des supports de communication, mais ma spécialité, c'est vraiment les articles web. J'ai aussi fait de l'enregistrement d'articles. J'ai fait de la traduction. Donc tu vois, en fait, je suis multifonction, comme dit une copine. Je j'ai pas un truc précis, même si voilà, j'ai fait beaucoup d'articles web, de l'emailing aussi. Euh, Et puis, voilà, ça, c'était mon activité principale, c'est ce qui m'a fait démarrer en tant que freelance. Et puis, effectivement, en parallèle, j'ai développé mon blog Entreprendre et voyager. J'ai édité mon premier livre. J'ai commencé vraiment à vouloir plus faire des choses pour moi. Euh, Ce qui fait que je m'oriente aujourd'hui davantage vers du mentoring pour personnes qui veulent voyager, qui sont différentes. Donc c'est encore tout nouveau. J'aimerais vraiment Je suis travailler avec vraiment, ça. enfin, C'est ça vrai fait que, plus, j'ai une expérience de 8 ans, on va dire, en freelancing. Plus de 8 ans, je sais plus, je compte plus. Mais voilà, effectivement, voilà, je grandis, je mûris, j'ai appris des choses. Et de toute façon, on évolue. Donc, tout à fait. voilà, moi, Et, j'ai bientôt 35 ans, donc voilà, je continue aussi d'évoluer professionnellement et je veux faire d'autres choses. eh bien, écoute, Aujourd'hui, je fais plus de la création de contenu, voilà. j'en ai 25 de plus et j'évolue toujours, donc bravo à toi C'est ça, on pour continue le d'apprendre et C'est d'évoluer. ça. Et avant d'entamer peut-être cette évolution de ton métier, ce qui Mm. m'intéresse déjà sur la base de ce que tu viens de nous dire, c'est quelles seraient les qualités communes de la voyageuse et de l'entrepreneuse qui fait que on peut le faire en étant en remote. Quelles sont les trois, quatre qualités que tu dirais qu'une femme, je parle de femme, doit avoir pour Oui. Mm. assumer cette vie, parce qu'elle n'est absolument pas classique pour le coup. Et qui est atypique, qui est complètement, qui me correspond dans plein de choses. Effectivement, le lien pour moi entre entreprendre et voyager.
il est moteur, il est central et j'ai débuté par ça, même si aujourd'hui, voilà, je fais évoluer mon concept. Mais il y a beaucoup de similitudes dans l'entrepreneuriat et dans le voyage et des qualités euh, très importantes à avoir. La première, pour moi, c'est la curiosité. Si on n'est pas curieux, si on n'a pas envie de découvrir, si, enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut avoir ce moteur et cette envie et cette curiosité de partir. Sinon, enfin, il va rien se passer, rien n'est possible. Ça, Oui. c'est être prêt à s'investir dans ce qu'on fait. Euh, euh, Quelqu'un qui prend un peu le voyage comme, pas pour moi, pas suffisamment au sérieux. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Non, enfin, il faut avoir un moteur, faut avoir un minimum un pourquoi, même si on n'est pas obligé de l'avoir dès le départ, mais il faut avoir un pourquoi. Mm. La question de sens, elle est très importante. La deuxième qualité, je dirais, ça va un peu ensemble, mais la flexibilité et la tolérance. Faut être prêt à accepter les différences, faut être prêt à faire des compromis, faut accepter l'imprévu. Donc tout ça, c'est aussi être flexible et être ouvert d'esprit. Et ça s'apprend sur le terrain, mais il faut quand même avoir une base déjà au départ. Ok. Euh, voilà, curiosité, flexibilité pour moi, c'est super important. Et troisième, c'est une bonne question. Euh, je dirais savoir se remettre en question. Avoir une certaine humilité. Alors, c'est pas facile à expliquer. Je pense que c'est quelque chose qui s'expérimente justement sur le terrain euh, et rester authentique. Oui. Euh, mm, ouais. Pas se positionner en terrain conquis, avoir un C'est ça, positionnement. pas penser avoir tout vu, avoir tout fait. Si on arrive et qu'on dit, que ce soit en voyage ou même dans des projets, euh, voilà, je suis français, je suis chez moi, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Non, enfin, et personnellement, je peux pas travailler avec ce genre de personnes. Et comme tu disais, moi, voilà, je me sens plus à l'aise aujourd'hui, pareil, pour accompagner des femmes parce qu'il y a la sensibilité, parce qu'il y a cette, je pense, beaucoup plus cette envie de découverte aussi de soi, de connaissance de soi, euh, et qu'on a beaucoup de charge mentale aussi, donc c'est bien de s'entraider entre femmes. C'est juste, Voilà. c'est juste. Alors, tu es où là en ce moment quand tu nous parles? Alors aujourd'hui, je suis contente effectivement d'avoir ce que j'appelle ma base géographique. Donc j'ai ma petite maison dans l'Essonne, je suis propriétaire. Et c'est très bien parce que il faut aussi avoir une certaine stabilité dans sa vie. Enfin pour moi, faut pas partir pour partir. Pas, voilà, faut pas voyager pour voyager, ça sert à rien. Euh, je pense qu'il faut aussi avoir ce que j'appelle un ancrage aussi. Euh, voilà, avoir une vie aussi hors des expériences. Parce que je pense que, alors déjà, c'est très compliqué d'être itinérant en permanence. Il y en a beaucoup qui abandonnent au Oui. bout d'un certain temps. Et puis, il faut pouvoir, je, pas, comment dire, ne pas se lasser trop vite du voyage. Je connais des personnes qui ont fait des tours du monde, etc. Et après ils reviennent. Oh ben voilà, j'ai tout vu, j'ai tout fait, c'est bon, c'est fait. Moi, c'est pas ma vision du voyage. Je préfère faire des voyages, voilà, plusieurs fois par an, mais pas en permanence. Et avoir mon chez-moi où je peux aussi prendre du recul, construire des choses, ancrer et pouvoir repartir plus fraîche après. Voilà. Est-ce que c'est une base Donc de... là, je suis en Essonne. Oh, ben, c'est incroyable. Et est-ce que c'est un endroit où tu fais de la prospection de démarchage client ou c'est plutôt un endroit où tu construis, consolides tes acquis de voyage? Les deux en Oui. fait. Après la prospection, quand on est entrepreneur, je pense qu'il faut la faire tout le temps, quels que soient les terrains. Alors après, moi, c'est quelque chose qui m'a personnellement fatiguée au bout d'un moment et qui m'a conduit à un burn-out. Ah oui, C'est pour ça tellement que burn-out. j'ai appris un nouveau tournant aussi depuis 2023 déjà. Alors, c'est ce que Voilà. tu m'as dit tout frais. Oui, il y a un nouveau tournant et j'aimerais bien qu'on en Mm. discute parce qu'il a un lien avec une forme de maladie dont tu m'as parlé. J'aimerais savoir si quelque chose pourrait nous aider à comprendre ce que c'est et comment tu évolues avec ça.
Oui, alors complètement. Donc effectivement, un des déclics aussi de ma vie, enfin, il y en a eu plusieurs, en fait, j'ai eu plusieurs avant après dans ma vie, mais euh, parmi eux, effectivement, mon burn-out en 2023, qui m'a fait tout remettre en question, où là, je me suis dit, en fait, j'aime ce que je fais en tant que freelance, mais j'ai besoin aussi de faire des choses plus pour moi et reprendre un peu presque ma place de chef d'entreprise, parce que le positionnement de freelance, c'est assez particulier, en fait. Euh, En et quelle du mesure? coup, C'est intéressant ce que tu m'as dit. j'ai passé. Oui, excuse-moi, c'est intéressant. Pourquoi c'est différent être un CEO et un freelance? Quel serait ce qui manquait ou ce que tu vois comme différence? Alors, je pense qu'effectivement, un CEO, et on apprend toujours dans l'entrepreneuriat, donc c'est pour ça qu'avant, je m'en rendais pas forcément compte. Mais pour moi, un CEO, il incarne sa vision d'entreprise. Tandis que le freelance, même si j'aime aussi ce côté-là, mais il est plus caméléon et il doit incarner la vision de d'autres entreprises, d'autres personnes. Compris. Euh, donc voilà, voilà, c'est vraiment une vision. Voilà, moi, ma vision aujourd'hui du voyage atypique, et je vais en reparler dans 2 minutes, c'est ma vision à moi. C'est moi qui l'incarne. Enfin, même si je pourrais engager des personnes, mais je veux dire, c'est moi qui l'incarne. Euh, en fait, voilà, suite à mon burn-out, etc., voilà, je suis allée voir des psychologues, j'ai passé des diagnostics. J'ai découvert que j'étais neuroatypique, donc je vais essayer d'expliquer sans que ça soit trop compliqué. En fait, je suis, alors j'ai un diabète qui a été diagnostiqué de type 1 il y a 20 ans déjà. Et en fait, il y a une dizaine d'années, petit à petit, en faisant des recherches génétiques, etc., j'ai découvert que c'est un diabète rare qui s'appelle MODY 5, donc MODY 5. C'est un diabète très très rare et je vais essayer de la faire courte, mais j'ai eu on va dire des pièces de puzzle qui se sont rassemblées au fur et à mesure. J'ai changé de diabétologue, etc. Et en fait, il y a un an, j'ai découvert que mes traits autistiques neuroatypique découle de mon diabète rare en fait. Chose que je ne savais absolument pas avant. Donc ça a été une énorme révélation pour moi, même j'ai envie de dire presque une crise identitaire parce que ça fait revoir les choses complètement différemment. J'ai mieux compris comment je fonctionnais, j'ai appris plein de choses sur moi, j'ai appris plein de choses sur l'autisme, j'ai appris plein de choses sur le diabète, ce qui fait que voilà, j'ai commencé vraiment cette maturation il y a un an. Et je me suis dit, il faut absolument que j'écrive sur ça. Il faut absolument que je fasse des contenus sur ça. On n'en parle pas. Le diabète, on a l'impression que c'est connu, mais finalement, pas tant que ça. L'autisme, on commence à en parler, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout ça, voilà, avec le lien avec le voyage, le lien avec les liens avec la santé mentale, la psychologie. Euh, pour moi, c'est comme si, il y avait toute une Mhm. jungle qui s'était ouverte à moi. Encore une Ah, fois, un monde d'inconnus. ah Donc ben c'est un oui, peu là, pour le coup, intérieur en plus. Oui, voilà, et intérieur aussi. Donc on va dire les mondes intérieurs peuvent être très très profonds et même plus compliqués parfois que voyager en fait. Et donc en fait, voilà, aujourd'hui, voilà, je gère mon diabète différemment. Et voilà, j'ai aussi ce que j'aime aussi, mais voilà, mes traits autistiques, je suis HPI, je suis hypersensible. Des mots dont on commence un peu à parler aujourd'hui, mais avant, j'ignorais tout. Donc voilà, je m'informe, je participe à des événements, j'essaie de créer du lien avec d'autres personnes, etc. Et tout ça, ça m'a conduit à vouloir créer un livre sur le voyage et les handicaps invisibles que je travaille depuis un an avec toutes ces recherches. Et qui va sortir Et là, depuis 6 mois à peu près, j'en parle quotidiennement sur Substack, qui est une plateforme de blogging et d'emailing. Et donc, c'est là aujourd'hui plus où je communique, LinkedIn et Substack. Donc, pardon, D'accord. vous pouvez me retrouver dessus. Euh, donc, en fait, voilà, mon Maudit 5, c'est vraiment ce que j'appelle le quatuor un peu infernal. C'est-à-dire que j'ai des malformations rénales, génitales, pancréatiques, avec des atteintes de neurodéveloppement.
Donc, voilà, schématiquement, c'est un quatuor. Alors, voilà, donc c'est un peu complexe et effectivement, ça, je vois tes yeux, ça peut faire un peu peur. Parce que, tu Faut vois, pas avoir peur, mais déjà, voilà. tu choisis une vie qui est freelance, freelance à travers le monde. On Mm, sait qu'au bout d'un moment, quand on est dans ce type d'entrepreneuriat et en plus en remote, qu'on est tout le temps en trajet, on peut développer un burn-out. C'est vrai que c'est fréquent chez finalement les nomades digitaux, au bout d'un oui, moment, de ne pas savoir gérer justement le côté plaisir et le côté travail et d'avoir toute cette course en avant pour toujours avoir suffisamment pour vivre. Et donc, cette particularité du burn-out, finalement, t'a permis de t'ouvrir sur oui, quelque chose que tu n'aurais jamais découvert sans ça c'est ça, et de complètement. comprendre ton monde intérieur plus profondément. Alors, comment est-ce que tu euh, veux inspirer les femmes à ce niveau-là et qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir continuer ton métier quand même à l'étranger? Comment on Oui. voyage comme ça? Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place? Et puis, comment tu voyages? Ouais, ouais. Alors, oui, ce que je voulais dire d'abord, c'est que effectivement, même si c'est pas facile d'en parler, c'est quelque chose que j'ai plus envie de cacher aujourd'hui parce que ça fait partie de moi, parce que ça fait partie de ma manière de travailler, de fonctionner, de tout en fait. Donc voilà, j'essaie d'ouvrir le dialogue sur ça. Il faut pas du tout en avoir peur, au contraire. Moi, je suis tout à fait libre d'en discuter. Euh, alors après, voilà, comme je te disais tout à l'heure, je voyage plus en itinérance pour le moment. Je fais des voyages, on va dire, plus classiques, voilà, de 2 fois par an, 15 jours, ou 3 semaines, un mois. Peut-être que je repartirai de façon un peu plus longue, mais c'est pas prévu pour le moment parce que j'ai aussi besoin de me reposer et aussi besoin de profiter du voyage, en fait. Donc, travailler en même temps, c'est pas toujours forcément la panacée. Voilà, on revoit un peu je revois aussi ma vision du nomadisme, hein, comme tout le monde, donc voilà. Et alors, comment je peux inspirer les femmes et les guider dans ce sens? Oui, parce qu'il y a le diabète, puis il y a les profils atypiques. On en a beaucoup dans Oui, nos inscrits, notamment hypersensibles, HPI. Et je ouais. pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup ne se confrontent pas à l'étranger, parce que trop d'inconnus, ça fait bugger les neurones hein, quand on est hypersensible. Mm. Et stimuli sont tellement intenses quand on découvre un nouveau pays ou une nouvelle langue. Comment est-ce que tu leur dirais de commencer ou de gérer? Alors complètement, alors ben, comme moi je suis concernée, en fait, je comprends enfin, complètement les problèmes que peuvent avoir ces personnes-là, les questions qu'elles se posent, les doutes, les interrogations. Moi je me remets en question tous les 2 jours, hein, donc voilà, moi j'ai pas de problème à dire que j'ai des périodes de doute, que j'ai des périodes où ça va pas, enfin. Et en fait, ben, donc comme je suis concernée, j'ai envie d'aider d'autres personnes, j'ai envie de me connecter avec elles, de les guider. La première chose que je voudrais dire, parce que j'en ai parlé avec des personnes que je connais et ça les a motivées à partir pour la première fois seules, euh, alors c'est pas facile, hein, c'est tout un travail de mental, mais c'est de relégitimiser nos différences et que en fait se dire que c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas voyager. Au contraire, on est habitué à l'inconnu au quotidien. En fait, ben, moi le diabète c'est complètement anarchique, hein. Je veux dire, je sais jamais du jour au lendemain qu'est-ce qui va se passer si je vais avoir des hypoglycémies. Enfin, donc en fait j'ai envie de dire l'inconnu, moi c'est presque mon ADN. Bien, ouais, c'est Et ça. voilà, j'ai trouvé cette formule et je pense qu'elle résume bien le truc. Donc en fait, justement, en fait, vous êtes, enfin, je parle aux personnes invisibles, vous êtes déjà différents, vous connaissez déjà l'inconnu. Donc au lieu de vous dire non, je vais pas pouvoir partir, bah c'est tout le contraire. Et puis, j'ai envie de dire, le voyage, c'est très bénéfique pour le cerveau, pour le corps, pour plein de choses. Donc, il faut pas s'en empêcher. Et moi, je fais en sorte que rien n'empêche quelqu'un de voyager aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de préjugés autour de ça. Donc, il y a un côté mental, reprendre sa place, relégitimiser ses envies, sa personne. Donc ça, c'est le côté un peu mindset, je dirais.
confiance en soi aussi. Moi, j'ai pas beaucoup de confiance en moi, mais je sais que le voyage m'aide beaucoup justement dans ce sens-là aussi. Donc, je voyage aussi pour ça. Je voyage pour aller mieux. Je voyage pour, comme j'ai dit, dans un poste, pour bénéficier aussi de ressources différentes. Euh, Comment je peux expliquer ça? Dans le sens où, par exemple, je perçois le voyage aussi aujourd'hui comme un moyen d'optimiser ma santé parce que, par exemple, il va y avoir des aliments qui sont meilleurs ailleurs. Il va y avoir peut-être des centres thérapeutiques, des thalassos, enfin voilà, des choses qui peuvent nous faire du bien et qui sont pas forcément à côté de chez nous, des associations. Moi, j'essaye aujourd'hui aussi, quand là, je prépare un voyage bientôt pour l'Afrique, un petit voyage hein, de 2 semaines, mais quand même. J'aimerais pouvoir visiter des écoles. J'aimerais pouvoir voir si éventuellement il n'y a pas comment on appelle ça, enfin, charity shops, c'était des Oui, boutiques d'occasion où je peux œuvrer en même temps d'un point de vue local. Donc je redonne du sens à mes voyages en fait, et même si c'est des voyages courts, c'est pas grave. Alors pour le diabète, voyager avec un diabète, c'est tout un sujet, mais globalement, je vais essayer de faire court, mais il faut gérer les températures extérieures. Il faut gérer les médicaments, la logistique. Il faut gérer bah, d'autres habitudes alimentaires. Faut gérer le décalage horaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à gérer? Le sommeil. Bon, ça, c'est comme chez soi, j'ai envie de dire. Faut avoir un bon sommeil. Bah, l'activité physique. Alors moi, aujourd'hui, voilà, je porte un capteur comme ça. Donc ça mesure ma glycémie. Euh, et le capteur, par exemple, ne peut pas rester à plus d'1 mètre de profondeur. Donc si on se baigne, il faut faire très attention. Faut que ça soit bien sec. Il faut pas trop le mouiller trop longtemps. Voilà, donc c'est un truc. Voilà, toute une gestion logistique. Voilà. Et après, par rapport à, on va dire, à plus pour des personnes qui sont hypersensibles comme moi ou qui ont des traits autistiques, ben ça va être. Mais après, c'est comme chez nous en fait. Ça va être la gestion du bruit. Ça va être la gestion de la fatigue. Ça va être la foule. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein d'autres choses en fait qu'on voit pas forcément. À quoi je pensais aussi? est-ce que tu as un agenda particulier? Est-ce que tu dois faire attention à des périodes de repos ou de silence? Oui, c'est ça pour te ressourcer un peu. Je fais beaucoup plus attention aujourd'hui à des périodes de silence, même chez moi. Mais oui, euh, la gestion de la fatigue aussi. Voilà, j'ai plus, j'ai plus 15 ans et enfin, donc je sais que voilà, bah, je vais gérer la fatigue autrement. Il va me falloir des bulles au calme. Il va falloir, si des fois j'ai besoin de me détacher du groupe, je vais me détacher un peu du groupe. Euh, Généralement, ça se passe bien. J'ai toujours fait de bonnes rencontres. Si on explique, les gens ils sont compréhensifs. La peur et le jugement, ils viennent si on n'explique pas. Euh, j'ai une petite image là qui me vient en tête quand je suis allée au Bhoutan. Ça m'a fait réfléchir parce que voilà j'ai ce capteur sur moi et en fait finalement ça rend les choses un peu plus visibles et ça conduit au dialogue et dans la rue c'était les enfants qui s'arrêtaient. C'était eux qui étaient curieux et qui se demandaient ce que c'était et qui me demandaient voilà tu viens d'où pourquoi t'as ça sur le bras etc. Et et l'innocence des enfants, la curiosité des enfants, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut cultiver en tant qu'adulte. Euh, et et j'aime bien créer du dialogue aussi avec ça, si la personne se sent à l'aise et qu'elle me pose des questions. Oui. Et dans tes, Ça permet de... oui, de rentrer en contact, du coup, euh, d- j'irai dormir chez vous, c'est un peu son principe aussi, utiliser les caméras finalement comme un atout pour proposer d'aller dormir chez les gens. Tu sais, on connaît bien notre animateur local. Et je voulais te demander, dans tous les pays que tu as rencontrés, ou ces derniers temps, est-ce qu'il y a quelques recettes, produits, je sais pas moi, façon de manger, façon de se soigner, des huiles, des crèmes que tu as découvert dans certains pays qui t'ont changé la vie ou qui t'ont en tout cas amélioré l'existence? Alors j'adore cette question, je pense que je vais en faire un Allez! chapitre de livre. Euh, ouais. Alors,
Pour la petite anecdote aussi au passage, j'ai été expatriée aux États-Unis pendant 2 ans à l'adolescence et effectivement c'est complètement à l'opposé des bénéfices aujourd'hui que je vais présenter qu'il existe ailleurs. Euh, là, je suis allée pour la deuxième fois en Inde là en mars. J'étais déjà allée il y a quelques années, mais juste avant que je me lance à mon compte, au Rajasthan et en fait je suis tombée amoureuse de l'Inde. J'adore ce pays. Et donc là en mars, je suis allée en Inde du Sud et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a tout le côté ayurvédique, l'alimentation beaucoup plus végétarienne. Euh, il y a aussi un pays qui m'intéresse, mais j'y suis pas encore allée. C'est la Corée du Sud, parce qu'ils sont très à la pointe en technologie. Ils ont des centres d'autisme, de diabète, de santé mentale. Donc Oh, j'aimerais bien explorer ça dans un prochain voyage. Tout ce qui est aussi alimentation, comme le kimchi, que c'est des aliments fermentés. Voilà, je me suis documentée sur ça et c'est un truc que j'aimerais bien tester. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors pour les diabétiques, il faut savoir que l'insuline agit plus rapidement euh, dans un environnement chaud. Donc déjà moi de base j'aime partir là où il fait chaud, mais en plus là ça c'est une raison supplémentaire. Quoi d'autre? si on rentre dans ta maison, là, est-ce qu'on trouve plein de choses que tu as ramenées et que tu utilises au quotidien? Alors au quotidien, moi oui, il y a aussi la cannelle qui est un aliment. Alors, si on prend de la cannelle naturelle, hein, vraiment, là j'en ai acheté en Inde. La cannelle est un très bon, comment dire, enfin fait baisser très bien la glycémie. Ah, Euh, Quoi d'autre? Je crois que j'ai acheté de l'encens au bhoutan. Alors après, je ramène plus des souvenirs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en termes plus de santé, j'ai envie de dire. Je regarde autour de moi. ben oui, je suis sûre qu'il y en a plein Euh, partout, mais on s'en rend pas compte. Non, après, c'est plus là, tu vois, je regarde en face de mon bureau et j'ai un journal du Bhoutan avec un petit cahier. Euh, Plus des figurines, moi je suis très figurine, Ah des ouais. livres. Euh, hum, ouais, c'est plus en termes de nourriture que je peux éventuellement ramener, même si j'en ramène pas énormément. Alors moi je suis pas très, je lis très, je suis pas très beauté, machin et tout, donc ça, ce genre de trucs, je ramène pas. Euh, hum, bon, après pour l'autisme, j'ai mon casque anti-bruit, mais ça n'a rien à voir. Oui. Alors après, ouais, oui, un truc, je pense, qui peut être important si les personnes qui nous écoutent ne le savent pas, c'est qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des cordons de tournesol. Donc les cordons de tournesol, ça se récupère dans les aéroports. Hmm. Ça se met autour du cou et quand on voyage, en fait, ça permet bah, que le personnel aérien soit au courant, c'est un code international, qu'on a un handicap invisible. Donc, on peut avoir éventuellement besoin d'assistance, même si c'est pas obligatoire. Donc voilà, je pourrais donner le lien s'il faut. C'est quelque chose qui est britannique de base. Voilà. Il y a aussi d'autres cordons comme ça. Il y a un cordon rouge au Japon que j'ai pas encore essayé mais qui m'intéresse. Et en Malaisie aussi, ils ont ils appellent le butterfly effect, donc l'effet papillon, qui est une formation de pointe pour former le personnel aérien aux besoins de personnes voilà, soit autistes ou quoi, qui ont du mal dans les files d'attente, ont du mal avec le bruit, qui vont éventuellement avoir besoin, ce qu'on voit aujourd'hui se développer, j'ai vu à Dubaï et je sais plus où, ce qu'on appelle des sensory rooms, donc des salles sensorielles, où on peut aller se calmer, se reposer. Tout ça, c'est en plein développement, je découvre plein de choses. À Dubaï, il y a des rames aussi aujourd'hui dans le métro pour les personnes atypiques. Donc tout ça, c'est génial en fait. Mais le cordon de tournesol, oui, c'est aussi un objet que j'ai aujourd'hui qui me quitte pas Oh, c'est dans très mes voyages. intéressant, très très intéressant. Et si on devait te... Donc là, ton livre n'est pas encore paru, hein, je pense, c'est ça, c'est prévu Le deuxième, non. pour la fin de l'année ou voilà. J'espère. Est-ce que tu as ici ton premier livre sous la Oui, main?
Parce que Il est là. je suis pas dans ma maison, du coup, j'ai pas pu l'amener. Donc, si tu veux bien le J'avais montrer, préparé. J'ai voilà. poussé, Ça il est serait là. super que tu le montres parce que moi, ça c'est ma Bible. Il est tellement raturé, écrit dans la marge. Tu vas avoir honte de ton livre si tu le vois. Mais quelque part, Ben non, justement, ça me fait plaisir. c'est un tel outil que j'écrivais dans la marge, ça à faire, ça je dois réexpérimenter, à ça j'ai pas pensé. Donc oui, je vous encourage tous à l'acheter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu encourages les auditeurs en ce moment à faire pour te connaître mieux, pour prendre contact, Alors moi, vraiment, enfin, je te donnerai les liens, tout ce qu'il faut. Je suis disponible. Vraiment là, par message privé, sur les réseaux sociaux. Enfin, je suis un peu partout. sur Insta? Mais voilà, me prendre contact directement avec moi par message privé, par email, comme Francine l'a fait. Moi, je suis là, je suis derrière l'écran. Je suis pas un bot ou de l'IA. Voilà. Je connais vraiment ça. Oh, super. Et Voilà. eh ben, on fera ça en dessous de la vidéo sans problème. Et j'ai deux dernières petites questions un peu Oui. rapides avant de finir. Qu'est-ce que tu aurais pu faire pour éviter ton burn-out? Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui sont HPI et maintenant, au potentiel, euh, mm, pour être plus en contact avec les gens pendant le voyage? Donc Mm. d'abord ton burn-out, qu'est-ce qui aurait pu t'empêcher de l'avoir à ton avis? Ouais, très très bonne question. Merci beaucoup. Euh, alors avec la prise de recul, euh, ce qui s'est passé en fait pour moi, euh, c'est que c'était un moment où je cumulais vraiment le développement de mon blog, Apprendre et Ok. voyager, Ouais, j'ai oui. et mes missions de freelance. Et en fait, c'était une erreur parce que j'étais à la fois là et à la fois là. Et quand on est partout, on est nulle part. Donc ça, voilà, ça, on l'apprend, hein, mais c'est vrai, on peut pas être partout. Tout comme aujourd'hui, je communique, on va dire, beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, j'ai deux canaux aujourd'hui principaux de communication. C'est Substack et LinkedIn, un peu Instagram, mais beaucoup moins parce que je suis moins à l'aise dessus. Donc voilà, il y a des choix à faire, toujours Oui. pareil, des choix à faire en termes de communication, en termes d'organisation. Euh, donc en fait, je cumulais les deux. Et ma famille qui voyait que du côté de mon blog, ça décollait pas forcément, ou que c'était beaucoup plus instable et compliqué, n'était pas forcément favorable à l'époque. Donc j'avais aussi voilà, ces obstacles un peu familiaux, même si ça va mieux aujourd'hui. Et en fait, du coup, enfin voilà, mes parents me disaient non, mais le blog, tu laisses tomber, t'arrêtes tout ça, t'as mis tellement d'énergie dedans et tout. Reste sur du freelancing, au moins c'est concret, tu t'es payé direct, court terme, mais voilà. Et en fait, non, c'était une grosse erreur parce que, bah, tu vois, C'est ton why. C'est rien ton que le why. fait que tu me contactes par rapport à mon livre, enfin, voilà, pour moi, ça Oui. remet tout, voilà. C'était une énorme erreur parce que, euh, en fait, j'ai fini par perdre du sens. Voilà. Oui. J'ai fini par me perdre moi, j'ai fini par plus savoir où j'en étais. La prospection en tant que freelance, clairement, ça m'a bousillé. Pardonnez-moi l'expression, mais voilà. Donc, en fait, j'aurais dû à ce moment-là me mettre à 100% sur entreprendre et voyager, même à 2000%, et laisser le freelancing. Ah oui. Ce qui fait qu'après, j'ai bataillé comme pas possible et j'ai craché. Ah oui. Incroyable. Donc, Comme leçon, hyper utile, oui. ouais, et je Ne pense pas qu'en fait, perdre son c'est why, quoi. très Hein. difficile de tenir en tant que freelance sur la durée. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où on voit beaucoup de freelances qui, voilà, qui veulent faire leur propre truc ou qui font Oui. autre chose. Enfin, donc ça c'était pour le côté burn-out. J'aurais dû plus m'écouter et me faire confiance. Et en fait, j'ai jamais eu beaucoup confiance en moi. On dirait pas comme ça, mais Non? mais voilà. Je le dis, je suis pas très très à l'aise. Euh, donc j'aurais dû plus m'écouter, j'aurais dû plus me faire confiance, j'aurais dû tenter d'autres choses à ce moment-là. Bon voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'essaie de faire les choses différemment et de relancer la machine. C'est pas facile, mais j'y crois davantage aujourd'hui et j'ai mûri, et enfin voilà.
Donc ça, c'est la première chose. Et après, tu disais... HPI hypersensible, je hum, commence hum. comment pour être sûr que je ne passe pas du paradis à l'enfer? Alors, bah, effectivement, il faut savoir que une grosse caractéristique des HPI, des autistes, des TDAH, tout ce que vous voulez, les neuroatypiques de manière générale, euh, c'est d'être à fond sur quelque chose et après de tout laisser tomber 3 mois plus tard. C'est un peu le même truc pour moi qui m'arrive en ce moment, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de recherches l'année dernière et au moment où je me dis ah ça y est, je pourrais faire le livre, je m'auto-sabote en fait. Je me dis je vais pas le sortir. Et c'est pas bien, faut pas. Non, Euh, c'est pas bien, on en a besoin de ton livre. donc là, voilà, je me suis, on va dire, j'essaie de refocus, me reconcentrer sur l'essentiel. Je pense que c'est très important. Il y a Antoine BM aussi que j'aime beaucoup, qui en a parlé là, il y a pas longtemps dans une vidéo, le focus. Euh, une organisation quand même de travail et de vie assez cadrée, parce que c'est ce cadrage, cet ancrage qui va nous permettre qui va nous permettre d'être plus libre après. Euh, je pense qu'il faut aussi faire confiance à ses passions. On ne sait pas forcément pourquoi on fait ça ou ça, on n'a pas toutes les réponses sur le chemin, mais on les trouvera. On finira par les trouver, on finira par être à sa place ou davantage à sa place. Moi, comme je dis, je voulais être écrivain à 6 ans. Aujourd'hui, j'ai fait la boucle. Je reviens à mes premiers rêves. Et je lisais un livre sur l'autisme au féminin justement hier soir, qui disait, voilà, le conseil d'Aspie Girl ou de HPI Girls à d'autres femmes HPI, c'est remettre du sens, écouter peut-être sa première passion, euh, s'entourer de bonnes personnes. L'entourage, c'est très important. Apprendre à se connaître. Euh, Gérer la fatigue, parce qu'elle va être de plus en plus croissante avec l'âge, et ça, bah, c'est comme ça, la santé, la fatigue, il faut, il faut apprendre à se faire du bien, ce qu'on nous apprend pas forcément. Euh, Apprendre à dire non aussi. Je sais, voilà, tout ça, voilà, j'ai un suivi psy, donc tout ça, c'est des choses que j'apprends aussi en thérapie. Et la thérapie, d'ailleurs, je la conseille grandement. À des personnes hypersensibles parce que ça nous apprend énormément, on se sent écouté, voilà, j'ai beaucoup appris aussi en thérapie, donc faut pas le voir comme une tare, au contraire. Je pense que voilà, moi j'ai un suivi thérapeutique une fois par semaine et je me dis qu'en fait c'est hyper courageux de se remettre en question et de faire face à ses traumas une fois par semaine. C'est pas tout le monde qui le fait. Ouais. Voilà, c'est pas les personnes lambda, elles le font pas, elles se remettent pas en question, elles vont pas chercher plus loin. Et ça, en fait, c'est à la fois une faiblesse et c'est une force. Donc, il faut avoir confiance en se disant on est beaucoup plus forte qu'on le croit. Et, euh, voilà, c'est une citation aussi de Mike Horn. Les réponses, on les trouve sur le chemin. Donc, il faut Oui. toujours essayer d'avancer. Ah oui, j'adore. Oui. C'est le Mm. chemin qui nous apprend, qui nous fait les pieds, hein? Oui, oui, oui. Et on apprend toujours par expérience, par du vécu, voilà, par des choses que des intelligences artificielles ne peuvent pas faire. Exactement. Et en parlant d'intelligence Mm. artificielle, pour l'instant, ils sont pas prêts de te détrôner. Tu n'es pas, tu te sens pas en péril? Alors, disons qu'il faut savoir se former à l'intelligence artificielle, surtout en tant que, voilà, on va dire rédactrice web, créatrice de contenu. Il faut savoir la gérer, mais il faut savoir la gérer pour son activité, ses services, sur quoi ce qu'on n'aime pas faire et garder ce qu'on aime faire. Moi, j'aime garder la maîtrise sur mon écriture parce que finalement, oui, c'est bien pour des recherches, c'est bien pour avoir des idées. Mais au final, c'est moi qui écris et je vais pas forcément gagner plus de temps en confiant un texte à une IA. Je vais même y passer plus de temps à lui expliquer. Algorithme. Enfin, voilà, après, il y a beaucoup de progrès. Et l'IA, c'est génial pour plein de choses, pour faire des résumés, pour faire des graphiques, mais voilà, il faut rester quand même vigilant, avoir un esprit critique. Et je pense que l'IA est encore loin euh, d'avoir mon vécu médical et de santé, médical de santé et de voyage. Donc, Tout à voilà, fait. venez plutôt.
vers de vraies personnes. Voilà, l'émotion et l'authenticité ont encore de l'avenir. C'est ça, Eh ben, exactement. écoute, Marion, c'était vraiment un régal de t'écouter. Merci pour De cette même. intervention. Et Merci je te beaucoup souhaite à plein de tous. bonheur, plein de beaux succès dans la suite. On attend avec impatience ce livre. Euh, Ouais. Tranquille, hein, bien sûr. On va Oui, pas te oui, faire non, un mais deuxième non, tome, en hein. attendant, vous pouvez suivre mes contenus, voilà. Voilà, on va faire ça. Et merci beaucoup d'être venu sur ce sommet encore une fois. Merci avec grand, grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Alors, j'arrête l'enregistrement ici avec mes lunettes.